Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, poursuite des travaux sur le MAZ et sa remorque. Alors quand je dis sur le MAZ, pour l'instant j'ai pas fait grand chose sur le MAZ, pardon, j'ai surtout travaillé sur la remorque. Mais on va voir qu'aujourd'hui ça va changer un petit peu puisque effectivement la vidéo d'aujourd'hui sera la première sur les travaux de construction du MAZ. Alors, si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais dit que je poursuivrais mes travaux sur la remorque, peut-être par les bogies ou éventuellement par les rampes d'accès. Donc j'avais commencé un petit peu en fait à travailler enfin à travailler, quand je dis travailler, les rampes d'accès, j'ai commencé à découper un petit peu la photo découpe, etc. Et puis donc les bogies, j'avais pas vraiment fait grand chose, j'avais regardé un petit peu ce qui manquait en termes de détails. Alors il manque énormément de choses, hein. Les bogies sont vraiment réduits à leur plus simple expression dans la maquette. Je dirais que sur 10, Trumpeter nous propose un niveau de détail de 2. Donc ce que j'essaierai de faire, alors il n'est pas question de tout refaire à l'identique, parce que c'est vraiment un travail énorme, en plus qui nécessiterait de refaire des pièces minuscules. Je vais essayer de les amener à 5 voire 6 sur 10, je pense que ce sera largement suffisant. Et donc justement, j'avais commencé à travailler un petit peu sur les bogies, j'ai commencé à les monter, et en les montant, en les collant, je me suis aperçu qu'ils étaient mobiles. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est totalement inutile. Donc le souci, c'est que si les bogies sont mobiles, moi je vais devoir les coller, tout simplement pour éviter qu'ils ne soient mobiles, parce que ça ne sert à rien. Et puis tout simplement également, parce que je vais être amené à, dans le cadre des travaux de détaillage, à réaliser des durites, donc ça on le verra dans une prochaine vidéo, des durites qui relient un boîtier que je ferai en scratch et le dessus du bogie. Donc je vais refaire ces durites avec du fil de cuivre. Donc de toute façon le tout sera rigide. Donc le fait que les bogies soient mobiles, personnellement pour moi ça ne m'apporte absolument rien. Le souci c'est que si les bogies sont mobiles, que moi je vais les coller de façon à ce qu'ils ne soient plus mobiles, il faut absolument que je leur donne avant de les coller la bonne orientation. Alors normalement, il n'y a pas d'orientation particulière, ils doivent être dans le même plan que le dessus de la remorque, mais c'est un petit coup de poker dans le sens où si on colle le bogie a priori horizontal et qu'on a un petit décalage, on va se retrouver fatalement avec une roue qui touchera pas le sol. Enfin quand je dis une, c'est une ou plusieurs roues qui toucheront pas le sol si on a donné un petit peu d'inclinaison au bogie. Alors ce qu'il faut que je fasse, c'est que je construise le châssis du MAZ, y compris les roues, enfin etc. Il faut que le MAZ soit sur ses roues avec la sellette, de façon à ce que je puisse accrocher la remorque dessus, coller les bogies, alors qu'ils sont encore mobiles, y positionner les roues, et une fois que le tout sera bien en contact avec le sol, je n'aurai plus qu'à coller mes bogies en définitif. Alors quand je dis coller les bogies, voilà par exemple, j'ai assemblé un des deux bogies. Donc c'est cette partie-là c'est le dessus qui est mobile. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, mon bogie, il peut éventuellement être mobile. Donc ce qui ne sert encore une fois strictement à rien. Donc comme j'avais expliqué tout à l'heure, si vous le collez sous la remorque, mais que malheureusement, donc là j'exagère, hein, vous lui donnez une petite inclinaison, lorsque vous allez poser la remorque au sol et l'accrocher au MAZ, ben vous allez avoir des roues qui vont pas toucher le sol. Donc pour s'assurer que tout touche bien le sol, il faut que la remorque soit accrochée au MAZ, et donc je vais aujourd'hui, dans cette première vidéo, démarrer la construction du MAZ. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser le châssis, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, y positionner les roues, ensuite je n'aurai plus qu'à y positionner derrière la remorque, les bogies, les coller en définitif avec les roues, de façon à m'assurer que tout soit bien sur le même plan. Voilà, allez, c'est parti pour la vidéo. Donc, pour commencer, je repère mes grappes, tout simplement en repassant au feutre rouge le numéro des grappes, enfin les lettres qui repèrent les grappes. C'est un moyen que j'utilise assez souvent, ça permet de plus rapidement identifier la grappe concernée par les pièces à détacher.
Lorsque je travaille sur des sous-ensembles, en règle générale, je détache toutes les pièces dont j'ai besoin. Je les détache pas une par une ou deux par deux, mais je détache des lots de pièces. Donc ce que je fais, c'est que je les repère aussi au feutre rouge, de façon à pouvoir les identifier plus facilement. Alors ici, ce sont les deux grandes poutres qui constitueront la poutre centrale du châssis. Donc le châssis en lui-même, en fait, puisque le châssis du MAZ est constitué de cette fameuse poutre qui supporte l'ensemble de la structure du MAZ, hein, la cabine, le moteur, le treuil, enfin, etc., plus tous les accessoires. Et donc sur cette poutre sera aussi fixé les différents bogies qui supportent les roues. Donc ce que je fais aussi, ce qu'on vient de voir là à l'instant, c'est que lorsque j'ai dégrappé un certain nombre de pièces sur une grappe, j'allège les grappes en découpant le surplus de grappes. Donc ça m'évite aussi d'avoir dans la boîte toujours des grappes complètes et qui ne servent plus à grand chose. Donc je les élague au fur et à mesure, de façon à pouvoir y voir un petit peu plus clair au niveau de la boîte, surtout comme ici, comme il y a pas mal de grappes. Donc ici je repère les différentes pièces, donc là je les repère avant de les dégrapper, hein, dans la mesure du possible. Et puis donc je pointe sur le plan avec un petit point rouge les numéros des pièces que j'aurai dégrappées, de façon à les préparer et les coller. Donc vous verrez, hein, vous avez déjà vu, lorsqu'une pièce est collée, je la biffe avec un stabilo jaune, et lorsqu'elle est dégrappée, je mets un petit point rouge au feutre. Donc ça permet plus facilement de savoir où j'en suis par rapport au dégrappage de pièces, à la préparation de ces pièces et au collage. Ce type de montage, donc où on travaille aussi avec de la photodécoupe, nécessite de travailler avec deux plans. Et je repère aussi sur mon plan de montage les pièces que je n'aurai pas à découper en plastique, tout simplement parce qu'elles sont remplacées par des pièces en photodécoupe. Donc ici on a un petit élément qui se situe sur l'arrière de la poutre. Alors il n'y a pas que celui-ci, hein, mais en l'occurrence, voilà, sur cette phase du montage, j'avais cette pièce-là en photodécoupe, donc je la repère aussi sur mon plan, de façon à, encore une fois, pouvoir m'y retrouver. J'avais déjà dit que moi j'aimais bien les plans sur lesquels on pouvait inscrire des choses, et que souvent j'inscrivais pas mal de choses. Alors quand je dis pas mal, tout est relatif, hein. Ça dépend de la maquette. Parfois ce sont des indications de peinture, parfois des indications de couleur, parfois voilà, diverses indications. J'aime bien pouvoir écrire sur mes plans. C'est pour ça que souvent quand je fais une revue de détail, je déplore les plans trop en couleur, et notamment ceux réalisés sur du papier glacé. Alors parfois il est nécessaire de dégrapper la pièce et simplement de la repérer après, puisqu'on n'a pas forcément la place d'y inscrire un numéro tant que la pièce n'aura pas été dégrappée. Donc là vous voyez toutes les pièces dégrappées, je mets tout ça dans un petit bac en plastique de façon à bien les isoler sur mon plan de travail. Donc là je commence par le nettoyage d'une des deux poutres. Donc là ce sont des pièces qui vont relativement vite à préparer, parce qu'il y a simplement un petit joint de moulage donc à enlever au niveau du pourtour, et le tour est joué. Par contre, là où c'est plus ennuyeux, quoique, ce sont ces fameuses pastilles d'éjection qui parsèment le châssis. Alors elles sont situées à l'intérieur, elles ne sont pas visibles une fois le modèle fini, ou peu visibles. Par contre, toujours dans un souci de montage, au mieux, je dirais, j'enlève systématiquement toutes ces pastilles d'éjection. Alors pour les enlever, il y a plusieurs écoles, c'est un petit peu en fonction du type de trou, ou de la profondeur du trou, ou de l'emplacement du trou. Bon, ici c'est situé à l'intérieur du châssis, donc pas très visible, donc je les enlève par grattage. Donc j'utilise ici une lame de scalpel courbe, donc voilà, qui permet de gratter. Donc on gratte sur le pourtour de la pastille d'éjection, donc on va sur une zone un peu plus large. On évite de trop marquer aussi, il ne faut pas faire des tranchées, hein, sinon fatalement ça va se voir. Et puis donc on élimine grossièrement la pastille d'éjection. Ensuite je viens poncer pour redonner un aspect lisse
à la zone qui vient d'être traitée. Donc je ferai comme ça pour l'ensemble des pastilles d'éjection qui se situent à l'intérieur du châssis du MAZ. Parfois, lorsque vous êtes sur une zone vraiment très visible après peinture, le mieux c'est de la reboucher avec du mastic et donc de travailler cette zone en une ou plusieurs fois avec du mastic de façon à obtenir quelque chose de lisse. On ne peut pas se permettre de créer une... comme ici, hein, on a creusé la surface, alors ça ne sera pratiquement pas visible, donc c'est pas gênant. Mais si vraiment j'étais sur l'extérieur, j'aurais pas procédé de cette façon. J'aurais plutôt rebouché avec du mastic. Voilà, donc je ponce avec du papier à poncer, ça doit être du 240, je crois. Je vérifie parce que j'en ai là à côté. Oui, c'est ça, c'est bien du 240. Donc là, je prends pas du 380 parce que c'est vraiment trop fin. Donc là, j'ai besoin de quelque chose qui accroche un peu plus. Et puis, je nettoie soit avec mon stylo fibre pour la partie en creux, la gorge en creux là. Et puis donc là, je préfère plutôt utiliser du tampon Jex, hein, de l'éponge à récurer, pour enlever le plus gros des petits copeaux de plastique. Un petit coup de pinceau, et puis tout à l'heure j'y mettrai un petit peu de colle pour vraiment parfaire le travail. Et puis après ce sera le tour du mastic lorsque je mastiquerai. Je mettrai aussi un petit coup de mastic liquide à cet endroit-là qui recevra in fine un petit coup de papier de verre, et là on aura vraiment quelque chose de nickel. Voilà, donc comme je viens de le dire, hein, je viens de nettoyer la surface. Alors l'application de la colle, c'est quand même sur une surface relativement propre, hein. Donc l'utilité ici, c'est de fondre les éventuels copeaux de plastique qui pourraient rester ici ou là, mais il faut quand même travailler sur une surface plutôt propre. Ici, j'utilise de la colle Tamiya et non pas de la colle Hamo, tout simplement parce que pour ce type de travail, je trouve que la Tamiya va mieux. Alors ne me demandez pas véritablement pourquoi. Je sais pas vraiment, mais peut-être une habitude, hein, ou une manie, je sais pas. Mais j'utilise souvent de la Tamiya pour ce type de travail. Déjà, je trouve que le pinceau se prête mieux. Il est un petit peu plus gros que chez Hamo. Et pour ce type de travail, je trouve que c'est plutôt pas mal avec de la Tamiya. Donc j'utilise de la colle Tamiya, qui d'ailleurs met un chouïa plus de temps à sécher. En plus, ici, le plastique réagit bien, donc voilà, ils font assez rapidement avec la Tamiya, donc voilà, j'utilise de la colle Tamiya. Ici, je travaille sur de petites entretoises, donc qui viendront donner la largeur de la poutre, donc poutre constituée des deux éléments sur lesquels je viens de travailler. Donc voilà, ici, ce sont quand même de petites pièces où on a un joint de moulage qui est quand même assez important. Je rappelle que cette maquette est je dis pas la première, hein, bien entendu, mais une des premières que Trompeter a sorti. On était dans les Trompeter d'avant. Donc c'est une très bonne base, hein, une bonne base de travail, mais le moulage n'est pas à hauteur de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, et chez Trompeter et chez d'autres fabricants chinois, hein. Donc il y a un petit peu de boulot au niveau de la préparation des pièces, bon, rien de catastrophique, mais on a des joints de moulage que l'on ne retrouve plus aujourd'hui sur les productions les plus récentes. Voilà, donc j'ai préparé les diverses pièces qui vont me permettre d'assembler la poutre en définitif. Alors quand vous avez un élément assez long comme ça à assembler, ne démarrez jamais par le milieu. Démarrez toujours par une extrémité, d'accord ? Ça vous permettra de procéder au réglage tout en allant vers l'autre extrémité. Si vous avez un souci alors que vous avez commencé un peu n'importe où, vous allez avoir du mal à rattraper le souci, alors que en démarrant à l'une des extrémités et en vérifiant bien à chaque fois ce que l'on fait et le collage des pièces, normalement ça ne posera pas de problème. Vous allez voir que j'ai bien fait de procéder comme ça lorsque je vais arriver à l'autre extrémité. Je laisse le suspense. Donc voilà, je mets un petit peu de colle pour mettre en place l'entretoise, je la règle, et puis une fois que c'est fait, je remets de la colle liquide pour la fixer en définitif. Donc il y a plusieurs entretoises qui constituent le châssis. Les autres ne seront pas fixées, mises en place dans cette vidéo-là, elles viendront un petit peu plus tard.
Donc on a celle-ci qui se situe sur le bas du châssis, on en a d'autres qui viendront sur le haut du châssis. D'où l'importance aussi d'avoir quelque chose de bien parallèle. Les deux poutres devront être bien parallèles pour éviter à la fin de vous retrouver avec des obligés de forcer pour remettre d'équerre un peu vos pièces, ou d'avoir des pièces qui ne s'assemblent pas bien. Ça, on va le revoir aussi juste après. Voilà, donc je termine par coller mes entretoises, donc sur une seule face, pour le moment, hein, puisqu'en fait il y a des détrompeurs, donc c'est pas très compliqué, il suffit de suivre la notice. Alors attention, ici, il y a deux types d'entretoises, hein, c'est pour ça que j'ai bien fait de les repérer. Voilà, ici, donc un essai à blanc, avant de passer au collage. Alors tout de suite, je vois qu'il y a un problème ici, donc je ne sais pas si vous l'avez vu. On va y revenir. Voilà, je vois que l'arrière est plus large que l'avant. Donc il va falloir régler ce souci. Alors je vais commencer par l'extrémité ici, puisque en fait j'ai repéré que j'avais un problème sur l'arrière, donc je réglerai le problème après. Pour l'instant je le mets déjà en place sur le côté qui s'assemble plutôt bien. Donc je colle de l'intérieur, je vais aussi mettre de la colle sur l'extérieur. Ce que j'aime bien aussi chez la colle à mot, c'est que c'est une colle qui s'évapore très rapidement. Du coup, le temps de séchage est relativement court. Donc si on a des pièces qui ne s'assemblent pas tout à fait bien comme ici, mais où on n'a pas forcément besoin de pression pour les maintenir en place, le simple fait de maintenir avec les doigts quelques secondes, ça permet d'avoir un collage qui est nickel. Donc ça aussi, c'est un vrai atout au niveau de la colle. Donc voilà, au fur et à mesure que je vais avancer vers l'arrière de la pièce, je remets un petit peu les entretoises en place que j'avais collées préalablement. La colle est sèche, mais on peut encore jouer un peu sur l'orientation des pièces. Et puis donc, en fait, ici, l'entretoise, la grosse, voilà, celle que je touche actuellement, la grosse entretoise ronde, qui elle a été moulée avec les pièces du châssis, en fait est un peu grande, et du coup on se retrouve avec une pièce qui s'assemble mal, et en fait qui n'est pas parallèle. Donc on a quelque chose d'un peu plus large sur l'arrière ici. Donc je prends les grands moyens, c'est-à-dire je prends la pince et je vais couper environ 1 mm. Je couperai un petit peu plus sur le matériau mastic, c'est pas grave. Voilà. Et voilà, maintenant tout de suite on voit que ça va beaucoup mieux. Donc si vous montez le MAZ, vous aurez vraisemblablement le même problème. Lorsque les éléments sont collés, je vérifie que tout soit bien parallèle. C'est très important, j'ai déjà dit tout à l'heure, ce genre de pièce, il faut vraiment prendre le temps de travailler dessus, puisque c'est la pièce, encore une fois, qui va supporter le reste. Donc je vérifie que ma cote intérieure soit la même du début jusqu'à la fin. Donc ici, j'ai pas encore collé. Hein. Avant de coller, je voulais quand même vérifier que une fois en place, je sois bien parallèle, et c'est le cas. Donc cette fois, je peux procéder aux derniers ajustages et à la mise en place de la colle. Donc la grosse entretoise que j'ai recoupée, je ne la collerai qu'en dernier. Et je referai après, alors je ne sais plus si je l'ai laissé sur la vidéo, je crois que non, mais je referai après une vérification avec le pied à coulisse. Voilà, donc pour vraiment être sûr, donc là j'ai 0,01 mm d'écart, donc c'est tout à fait acceptable pour ce type d'échelle. Donc je peux y aller sur la colle. Alors lorsque vous collez des grosses pièces comme ça, laissez bien sécher votre colle plusieurs heures. Moi généralement je laisse sécher jusqu'à la prochaine séance de travail, donc en gros le lendemain, pour être sûr qu'on est vraiment, là on a un collage qui sera derrière, qui sera nickel. À partir du moment où on a vérifié que tout était bien en place, il n'y a pas de raison, donc on laisse sécher. Ici j'ai remis une pince à linge quand même pour bien maintenir la grosse entretoise sur laquelle j'avais retravaillé, hein.
de façon à ce que les deux morceaux soient bien parallèles, soient bien perpendiculaires, pardon, à mes deux pièces, et que chaque morceau soit bien dans l'alignement les uns des autres. Ce que je fais ici, c'est que je repasse un coup de colle sur les pièces que j'ai poncées, parce que je les avais pas nettoyées plus que ça. Donc c'est encore une fois pour enlever et dissoudre tous les copeaux de plastique que je pourrais avoir. Donc je passe un petit coup de colle Tamiya sur l'ensemble des pièces, notamment les entretoises, de façon à avoir quelque chose d'extrêmement lisse. Donc systématiquement, je continue de vérifier, je vérifie à chaque fois que tout soit bien nickel. On n'est pas à l'abri d'avoir passé à côté de quelque chose. Et parce qu'une fois que la colle sera définitivement sèche, ce sera très très compliqué de venir recasser, enfin il y aura forcément du dégât. Donc prenez votre temps pour ce genre de boulot et n'hésitez pas à faire beaucoup d'essais à blanc et beaucoup de vérifications en cours de collage. Et en fond toujours mon horloge, sans laquelle je ne serai plus moi-même. Voilà, donc sur l'arrière ici, je maintiens avec des pinces à linge. Équipez-vous des bonnes vieilles pinces à linge en bois, ça rend énormément de service. Donc là, je suis en train d'assembler, de coller une pièce, donc de l'arrière du châssis. Et donc je l'ai mis en place avec les pinces à linge. Et là, il suffit simplement que j'en colle et que je laisse sécher quelques minutes. Ensuite, je pourrai enlever mes pinces à linge. C'est pas la peine d'avoir forcément un matériel qui coûte les yeux de la tête. Hein. Un blister de pince à linge, ça coûte 1,50 € dans toutes les fouilleries. Et avec ça, vous faites votre vie complète de maquettiste. Les pièces qui se fixent sur le fond de la poutre. Alors ces pièces recevront des boîtes de transfert dans le futur. Alors pas sur cette vidéo-là, mais vraisemblablement sur la prochaine, j'imagine. Voilà, donc faites bien attention aussi sur l'assemblage de ces pièces, tout simplement parce qu'elles ne sont pas toutes identiques. Il y a deux types de pièces à assembler, donc vérifiez bien la numérotation des pièces et le remplacement sur le plan. Ici, vous voyez, j'ai des petits copeaux qui se baladent parce que j'ai dû aussi poncer des tétines d'éjection. D'ailleurs, j'en ai oublié une ici, je serai obligé de remastiquer. Je me suis aperçu de ça lors du montage. Enfin, j'en ai oublié une sur chaque pièce. Hein. Donc, il faudra que je reprenne lorsque je vais reponcer, lorsque je vais mastiquer, pardon, et lorsque je reponcerai bien sûr après. Je serai obligé de reboucher. Alors, c'est toujours ennuyeux parce que c'est toujours mal foutu, c'est mal placé. Donc, il faudra que je rebouche par entassement de mastic. Et derrière, je ne pourrai pas poncer. Donc, toujours avec du mastic dilué dans l'acétone. Je viendrai par petites touches reboucher cette fameuse pastille d'éjection ou tétine d'éjection, comme j'aime à le dire. Donc, vous voyez ici, en l'occurrence, j'avais repéré les pièces de l'intérieur. Alors parfois, on n'a pas beaucoup de place hein, pour inscrire le numéro des pièces. Parfois, je n'inscris même que le dernier chiffre. Je n'inscris pas le numéro en entier parce que je n'ai pas la place. Voilà, une fois que les pièces sont, le collage est définitif, donc après 24 heures, je viens reprendre au mastic, comme moi j'en ai l'habitude de le faire, l'ensemble des pièces en collé, afin de vérifier tous mes joints, de vérifier que on améliorait la lisibilité, notamment la lisibilité des assemblages, de reboucher comme ici les tétines d'éjection qui sont très mal situées, mais bon, c'est tout. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Alors ici, lorsque le mât sera sur ses roues, ça sera encore une partie non visible. Mais ceci dit, dans un souci, encore une fois, de perfection, je dirais, j'aime bien d'avoir quelque chose de fait aussi bien que possible. Donc là, le fameux gap que j'avais réalisé avec ma pince, hein, en recoupant un peu la grosse entretoise. Et puis donc, voilà, je termine en reprenant tous mes assemblages au mastic. Lorsque le mastic sera sèche, eh bien, je viendrai poncer, soit au papier à poncer, soit avec mes stylos fibres.
C'est un petit peu en fonction de l'emplacement que j'aurai à traiter. Donc voilà, toujours maintenant ceux qui me suivent ont l'habitude de la façon dont je pose le mastic. Et puis donc une fois que le mastic est posé, je viens nettoyer déjà le plus gros avec un pinceau et de l'acétone, de façon à derrière avoir un minimum de ponçage. Alors j'ai pas capté la partie ponçage parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais le lendemain je viendrai reponcer tout ce que j'ai, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, tout ce que j'ai remastiqué, de façon à avoir quelque chose de nickel. Donc encore une fois, ça fait plutôt une belle pièce. Hein. Voilà, sur ce type de gap, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à mettre du mastic. Et puis donc voilà, la poutre est terminée et prête pour la suite du travail. Voilà donc pour cette première vidéo de construction pour le tracteur, hein, pour le MAZ. Donc ça fait quand même une jolie petite bête. Hein, j'étais un petit peu impressionné par la longueur de la poutre centrale, hein, donc sur laquelle va venir reposer l'ensemble des éléments qui constituent le tracteur. Donc ça fait quand même. J'ai commencé à mesurer, donc je mesurais en définitif. Mais on est dans l'ordre je mesurais en définitif la longueur du tracteur et de la remorque. Je crois qu'on est aux alentours des 60 cm, parce que je voudrais réaliser une petite base avec, je serais obligé de le socler de toute façon, parce que lorsque tout va être assemblé, MAZ plus remorque, il va y avoir des flexibles qui vont être liés aux uns aux autres. Il n'est pas question de bouger la maquette comme ça, elle sera obligatoirement positionnée sur un socle, et je pense que je vais faire un petit décor, enfin je sais pas encore quoi, mais je commence déjà à y réfléchir, même si c'est encore quelque chose d'assez lointain. Donc voilà, les travaux d'aujourd'hui, donc la poutre centrale, comme on l'a vu, il faut bien s'assurer à ce que tous les éléments soient bien parallèles, puisque derrière on a encore des éléments, des entretoises à venir coller, et si on veut s'éviter des soucis, ne serait-ce qu'avec un défaut de parallélisme des deux grosses poutres qui constituent la poutre centrale, il faut bien prendre son temps et bien vérifier que tout ça est correctement collé. Ça vous évitera des déboires pour ceux qui construisent la bête. Ça vous évitera des déboires pour l'assemblage, et notamment la mise en place de la cabine et la mise en place de la partie moteur treuil, dans le futur. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.